Il m'a dit que c'était pour mon bien. Il l'a dit calmement, sans hausser la voix, comme on annonce une évidence. Et c'est peut-être cela qui m'a le plus troublée. Cette certitude tranquille avec laquelle il parlait de ma vie, comme si elle n'était déjà plus tout à fait la mienne. C'était un après-midi ordinaire, dans mon salon. La fenêtre était entr'ouverte, laissant passer l'air tiède et le bruit lointain de la rue. La lumière tombait doucement sur les meubles, sur les photos posées sur la commode, sur cette table basse que je n'avais jamais changée. Rien ne laissait présager que, ce jour, quelque chose allait se fissurer. Mon fils était assis en face de moi. Il avait ce visage sérieux, qu'il prenait depuis quelque temps, un visage d'homme pressé, sûr de lui, persuadé de savoir mieux que moi ce dont j'avais besoin. Il n'était pas agressif. Il était organisé. Et cela rendait ses paroles encore plus difficiles à contester. Il a commencé par dire que je sortais moins. Puis, presque dans la même phrase, que je sortais trop. Il m'a parlé de fatigue, de risques, de chutes possibles. Il a évoqué les voisins, les gens peu fiables, le monde extérieur devenu trop compliqué pour quelqu'un de mon âge. Chaque phrase était prononcée avec une apparente sollicitude, mais tout allait dans la même direction. Réduire mon espace. Il a dit que ce serait plus simple si je restais davantage chez moi, que je n'avais plus besoin de voir autant de monde, que les courses, les rendez-vous médicaux, les démarches administratives pouvaient passer par lui. Il parlait d'organisation, de sécurité, de tranquillité. À aucun moment, il ne m'a demandé ce que je ressentais. Je l'écoutais sans l'interrompre. J'ai hoché la tête, parfois, par habitude. Et pendant qu'il parlait, j'ai senti une gêne profonde s'installer en moi. Pas de la peur. Quelque chose de plus sourd, comme une alarme silencieuse. Il ne parlait pas de m'aider à vivre, il parlait de me gérer. Quand j'ai essayé de dire que j'allais bien, que je me débrouillais encore seule, il a souri. Un sourire indulgent, presque attendri. Il a posé sa main sur la mienne et a dit que je ne me rendais pas compte. Que c'était normal. Que beaucoup de personnes âgées pensaient aller bien alors qu'elles avaient simplement l'habitude. Ce mot, personnes âgées, m'a frappé. Je n'étais plus sa mère. J'étais devenue une catégorie. Puis il a ajouté que mes amies n'étaient peut-être pas une bonne influence, qu'elles me fatiguaient, qu'elles me remplissaient la tête d'idées inutiles. Il a dit qu'elles n'étaient pas de mon âge, ou qu'elles l'étaient trop, justement, que je devais me préserver. Je me suis sentie rétrécir, lentement, comme si chaque phrase fermait une porte invisible. Quand j'ai résisté, timidement, il n'a pas élevé la voix. Il a soupiré. Il a parlé de stress, de responsabilité, de charge mentale. Il m'a fait comprendre que je compliquais les choses. Et puis, presque naturellement, il a prononcé cette phrase. « Tu es trop seul. Laisse à moi gérer. » Cette phrase, je l'ai entendue résonner longtemps après qu'il l'a dite. Parce qu'elle contenait tout. La justification, le contrôle, l'exclusion déguisée en protection. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau. J'avais besoin de bouger, de retrouver mon corps. Mes gestes étaient lents, précis. Je ne voulais pas lui donner l'impression que j'étais déstabilisée. Quand je suis revenue, il avait déjà sorti un dossier de son sac. Un dossier propre, bien rangé. Il ne l'a pas ouvert. Il l'a simplement posé sur la table, comme une promesse ou une menace. Il a dit que nous en reparlerions, que ce n'était pas urgent, mais que ce serait plus simple si tout était prêt. Je n'ai pas touché au dossier. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Son visage s'est légèrement fermé. Pas de colère, de contrariété. Il m'a dit que je me faisais du souci pour rien, que je devais lui faire confiance. Après tout, il était mon fils. Cette nuit je n'ai presque pas dormi. Les mots tournaient dans ma tête. Sécurité, simplifier, gérer. Je repassais la scène encore et encore, cherchant à comprendre à quel moment précis je m'étais sentie dépossédée. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une crise. C'était pire. C'était une prise de contrôle progressive, enveloppée de bonnes intentions. Et dans ce silence nocturne, j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'isolement ne commence pas par des murs. Il commence par des phrases. Par des décisions prises sans vous. Par cette idée insidieuse que vous n'êtes plus capable de choisir. Je ne savais pas encore comment réagir. Je n'avais pas de plan. Mais je savais une chose avec certitude.
Si je laissais faire, je disparaîtrais sans bruit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti naître en moi une vigilance nouvelle. Une lucidité inquiète, mais déterminée. La sensation que je devais rester attentive, noter, observer. Parce que ce qui venait de commencer n'était pas une simple conversation familiale, c'était le début d'un combat silencieux. Avant cet après, à midi, à là, avant ces phrases dites avec trop de calme, il y avait eu toute une vie construite sans bruit. Une vie qui ne demandait pas qu'on la gère, seulement qu'on la respecte. Je n'ai jamais été une femme fragile. Je n'ai jamais vécu dans l'attente qu'on décide à ma place. Quand j'étais jeune, je travaillais déjà. J'ai appris tôt à compter, à prévoir, à tenir debout sans me plaindre. J'avais compris très vite que la sécurité ne venait pas des autres, mais de ce que l'on bâtit soi-même, jour après jour. J'ai rencontré le père de mon fils sans grands élans romanesques. Il n'y avait pas de promesses flamboyantes, seulement une volonté commune de faire les choses correctement. Nous avons construit une maison de gestes simples. Des repas partagés, des horaires respectés, des efforts constants. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose de solide. Quand notre fils est né, je n'ai pas eu le sentiment de me sacrifier. J'ai eu celui d'assumer. J'ai organisé ma vie autour de lui sans m'effacer complètement. Je voulais qu'il grandisse libre, mais je voulais aussi qu'il voie une mère droite, responsable, capable. Je ne voulais pas être une ombre. J'ai travaillé pendant des années. J'ai géré les factures, les imprévus, les maladies, les silences aussi. Quand son père est mort, brutalement, je n'ai pas eu le luxe de m'effondrer. Il a fallu continuer. Maintenir une stabilité. Rester fiable. Pour mon fils, toujours pour lui. C'est à cette époque que j'ai compris ce que signifiait réellement l'autonomie. Non pas vivre seul, mais être capable de décider. J'ai pris en charge les démarches, les papiers, les choix importants. J'ai appris à ne demander de l'aide que lorsque c'était nécessaire, et jamais au prix de ma liberté. L'appartement où je vivais n'était pas un caprice. C'était une conquête. Un espace à moi, pensé pour durer. Chaque meuble avait été choisi sans hâte. Chaque recoin correspondait à une habitude. Je m'y sentais en sécurité, non parce qu'il était fermé, mais parce qu'il était le résultat de mes décisions. Mon fils a grandi dans cet environnement. Il m'a vu gérer, prévoir, résoudre. Il m'a vu faire face. Je pensais que cela lui avait appris le respect. Je pensais qu'il savait que je n'étais pas une femme, à mettre sous tutelle affective ou pratique. Quand il est devenu adulte, j'ai fait un pas de côté. Pas par fatigue, mais par confiance. Je voulais qu'il vive sa vie. Je n'ai jamais cherché à m'imposer. J'ai respecté ses choix, même quand je ne les comprenais pas. J'ai accepté la distance, les silences, les absences. Je me disais que c'était le prix naturel de l'indépendance. Quand il a rencontré celle qui allait devenir sa compagne, j'ai voulu bien faire. Elle était organisée, sûre d'elle, très à l'aise avec les mots et les situations. Elle parlait vite, savait toujours quoi proposer. Je me suis dit qu'elle lui apportait ce que je ne pouvais plus lui donner, un autre rythme, une autre énergie. Je me suis adaptée. J'ai accepté de ne plus être au centre. J'ai pris l'habitude d'écouter davantage que de parler. Je pensais que c'était cela, vieillir dignement, ne pas s'imposer. Avec le temps, j'ai commencé à confondre discrétion et effacement, sans m'en rendre compte. Parce que rien n'était brutal, rien n'était frontal. Tout se faisait au nom du bon sens, de la modernité, de l'efficacité. Je continuais à mener ma vie. Je sortais, je voyais mes amis, je gérais mes affaires. J'avais mes routines, mes repères. Je n'avais jamais eu besoin qu'on m'explique comment vivre. Et pourtant, quelque chose avait changé dans leur regard. Lentement, insidieusement. Comme si mes compétences passées devenaient soudain des souvenirs, et non plus des preuves. Je croyais encore, à ce moment-là, que tout cela relevait d'un malentendu générationnel. Que le temps finirait par rééquilibrer les choses. Que l'on ne pouvait pas effacer une vie de décision par quelques phrases bien tournées. Je ne savais pas encore que ce que j'appelais respect mutuel allait être requalifié en vulnérabilité. Je ne savais pas encore que mon autonomie passée serait utilisée contre moi, comme un acquis désormais dépassé. Mais à cette époque, je vivais encore dans la certitude tranquille que l'on ne retire pas sa liberté à une femme qui a passé sa vie à la construire. Je ne savais pas encore
que c'était précisément cette certitude qu'ils allaient tenter d'éroder. Au début, je n'ai rien voulu voir. Ou plutôt, j'ai vu. Mais j'ai rangé ce que je ressentais dans un coin discret de mon esprit. Là où l'on met ce qui dérange, sans savoir encore comment le nommer. Les premiers signes d'isolement ne sont jamais spectaculaires. Ils se présentent comme des attentions, des ajustements, des détails. Mon fils a commencé par appeler plus souvent. Pas pour parler vraiment, mais pour vérifier. Où j'étais, avec qui, à quelle heure je rentrais. Ces questions étaient enveloppées d'un ton léger, presque affectueux, mais elles revenaient toujours, comme une habitude qui s'installe. Il me disait qu'il s'inquiétait, que le monde devenait dangereux, que je ne devais pas faire confiance à tout le monde. Je répondais que je faisais attention. Il hochait la tête, mais je sentais que ma réponse ne suffisait pas. Puis, il a commencé à commenter mes relations. Il disait que certaines de mes amies me fatiguaient, qu'elles parlaient trop, qu'elles me remplissaient la tête d'idées négatives. Mais il insinuait qu'elles profitaient de moi, de ma gentillesse, de mon temps. Je me suis surprise à justifier ces femmes que je connaissais depuis des années, comme si j'avais quelque chose à prouver. Progressivement, je me suis mise à éviter certains rendez-vous. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais pour ne pas avoir à expliquer. Pour ne pas déclencher de soupirs, de remarques, de silences appuyés. Je pensais préserver la paix. En réalité, je réduisais mon monde. Il a aussi commencé à s'immiscer dans mes habitudes. Il me disait que je devrais changer de médecin, que le mien était trop vieux, pas assez au fait des nouvelles méthodes. Il proposait de m'accompagner à chaque rendez-vous. Au début, j'ai accepté une fois, puis deux. Il parlait à ma place, résumait mes symptômes, répondait avant moi. Le médecin le regardait, lui. Moi, j'attendais. Je me souviens très bien du moment où j'ai ressenti un malaise précis. C'était lors d'un déjeuner en famille. Il parlait de moi à la 3e personne, alors que j'étais assise là. Il expliquait que j'étais fatiguée en ce moment, que je ne comprenais plus toujours tout, que c'était normal à mon âge. Personne n'a protesté. Personne n'a posé de questions. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, avec une sensation étrange, comme si quelque chose s'était déplacé sans mon accord. J'ai fermé la porte et je suis restée debout dans l'entrée, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Je me sentais à la fois présente et effacée. Peu à peu, il a commencé à proposer des solutions toutes faites. Il disait que ce serait plus simple si je commandais mes courses en ligne, par son intermédiaire, mais que ce serait mieux s'il gérait mes rendez-vous. Que je n'avais plus vraiment besoin de mon téléphone portable, qu'un fixe suffisait largement. Chaque proposition était présentée comme une aide, mais tout allait dans la même direction, me rendre dépendante. Quand je résistais, doucement, il ne se fâchait pas. Il soupirait. Il parlait de charge mentale, de stress. Il disait que je ne me rendais pas compte de l'énergie que cela lui demandait de s'inquiéter pour moi. La culpabilité s'installait sans bruit. Je me suis surprise, à douter de moi, à me demander si je n'étais pas effectivement plus lente, plus fragile, à vérifier 2 fois mes clés, mes papiers, mes factures. À force de m'entendre dire que je pouvais oublier, j'ai commencé à craindre d'oublier. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental. L'isolement ne consiste pas seulement à être seul. Il consiste à être coupé de ses propres repères, à perdre confiance dans son jugement, à accepter que d'autres parlent pour vous. Un soir, après un appel particulièrement insistant de mon fils, j'ai pris un carnet ordinaire, sans valeur. J'ai commencé à écrire. Pas mes émotions, les faits, les phrases exactes, les dates, les propositions répétées. Je ne savais pas encore pourquoi je le faisais. Je sentais simplement que j'en aurais besoin. Écrire m'a redonné une forme de stabilité. Sur le papier, les choses reprenaient une cohérence. Ce que je vivais n'était pas une suite de maladresses. C'était un glissement progressif. Une stratégie, peut-être inconsciente, mais réelle. Je n'ai accusé personne. Pas encore. Je n'ai confronté personne. Je continuais à répondre, poliment, à écouter, à sourire parfois. Mais quelque chose avait changé en moi. Mon silence n'était plus passif. Il devenait attentif. Je regardais mon fils autrement. Non plus seulement comme un enfant inquiet, mais comme un homme qui dépassait une limite. Je ne savais pas encore comment réagir. Je savais seulement que si je ne faisais rien, ce cercle allait se refermer complètement. Ce n'était encore que le début. Mais les premiers murs invisibles étaient déjà en place.
Et pour la première fois, je me suis demandé si l'amour pouvait, parfois, devenir une prison quand il oublie le respect. C'est à cet instant précis que j'ai cessé d'être simplement inquiète. Je suis devenue vigilante. Mais la bascule n'est pas venue d'une dispute. Elle est arrivée par un papier. Un document banal, impersonnel, qui n'élevait jamais la voix, mais qui disait tout. C'est souvent ainsi que l'isolement devient réel. Quand il se transforme en trace administrative. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe officielle dans la boîte aux lettres. Blanche, rigide, avec cette fenêtre transparente qui expose votre nom comme une évidence. Je n'attendais rien. Et pourtant, avant même de l'ouvrir, j'ai senti une tension inhabituelle. Une intuition sèche, presque physique. Je suis remontée lentement. J'ai posé l'enveloppe sur la table du salon. J'ai pris le temps de m'asseoir, de respirer. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un courrier de ma mutuelle, suivi d'un relevé bancaire. Le langage était neutre, administratif, rassurant en apparence. J'ai lu une première fois sans comprendre. Une seconde fois, plus attentive. Et mes yeux se sont arrêtés sur une ligne précise. Changement de coordonnées de contact. Le numéro indiqué n'était plus le mien. C'était celui de mon fils. Je me suis figée. J'ai relu encore. J'ai cherché une erreur, un doublon, une confusion possible. Mais tout était clair. Trop clair. En bas du document figurait une mention de consentement. Une signature numérisée, qui ressemblait à la mienne sans l'être tout à fait. Les lettres trop appuyées. Le tracé trop lent. Comme si quelqu'un avait essayé d'imiter ma main. À cet instant, quelque chose s'est rompu. Pas violemment. Définitivement. Alors, il ne s'agissait plus d'appels insistants, de conseils envahissants, de propositions déguisées en aide. Quelqu'un avait agi à ma place. Quelqu'un avait estimé que je n'avais plus à être informé directement. Mon monde se rétrécissait, sans que je n'aie donné mon accord. J'ai appelé mon fils. Il a décroché presque aussitôt. Sa voix était calme. Trop calme. Je lui ai demandé, sans détour, s'il avait demandé le changement de mes coordonnées. Il y a eu un bref silence. Pas un silence surpris. Un silence mesuré. Il a répondu que ce n'était rien. Qu'il avait simplement centralisé les informations, pour éviter que je ne sois dérangée. Qu'à mon âge, c'était plus pratique. Il parlait vite, comme s'il avait répété ses phrases à l'avance. Ah! Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas été consultée. Il a soupiré. Il a dit que je dramatisais, que c'était temporaire, qu'il fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main. Prendre les choses en main. Prendre ma place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai raccroché. Ce geste, simple et net, a marqué un point de non à retour. Parce qu'en raccrochant, j'ai cessé de chercher une explication affective. J'ai cessé d'espérer une maladresse. J'ai vu la situation pour ce qu'elle était. Une tentative d'isolement organisée, progressive, couverte par le langage de la protection. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'ai sorti le carnet dans lequel j'avais commencé à noter les faits. Je l'ai posé devant moi. J'ai écrit lentement, sans trembler. Modification de mes coordonnées, sans mon accord. Date, heure, document reçu, appel téléphonique, réponse donnée. Écrire a calmé quelque chose en moi. Non pas la douleur, mais la confusion. Sur le papier, tout devenait clair, cohérent. Ce n'était pas une impression. C'était une suite d'actes. Dans l'après-midi, je suis allée à la banque, sans prévenir, sans demander l'avis de qui que ce soit. J'ai demandé à voir un conseiller. J'ai montré les documents. J'ai expliqué que je n'avais autorisé aucun changement. Il a vérifié, consulté l'écran, puis m'a confirmé qu'une demande avait bien été enregistrée récemment. Je lui ai demandé de bloquer toute modification future sans ma présence physique. J'ai demandé des copies, des historiques, des confirmations écrites. Il a acquiescé. Son regard avait changé. Il ne me parlait plus comme à une femme qu'on rassure, mais comme à une cliente qui exerce ses droits. En sortant, j'ai marché longtemps. La ville continuait à vivre, indifférente. Les gens riaient en terrasse. Les voitures passaient. Le soleil brillait. Et pourtant, pour moi, quelque chose avait basculé. Ce jour-là, j'ai compris que l'isolement n'est pas toujours une pièce fermée à clé. C'est parfois un réseau de décisions prises sans vous, de canaux d'information détournés, de voix qui parlent à votre place. Je me suis arrêtée sur un banc. J'ai fermé les yeux un instant.
Puis, j'ai pris une décision intérieure. Calme, irrévocable. Je n'allais plus subir en silence. Je n'allais plus attendre que les choses s'aggravent. Je n'allais plus laisser quiconque parler en mon nom. À partir de cet instant, chaque démarche serait réfléchie, légale, tracée. Mon silence ne serait plus un effacement. Il deviendrait une protection. La goutte d'eau avait débordé, et ce qui avait commencé comme une inquiétude familiale venait de se transformer en un combat lucide pour ma liberté. Après ce jour-là, mes nuits ont changé. Je continuais à me coucher à la même heure, à éteindre la lampe, à fermer les volets, mais le sommeil ne venait plus comme avant. Mon corps se reposait par habitude, tandis que mon esprit restait en alerte, comme s'il avait compris qu'il devait désormais surveiller quelque chose de fragile, ma liberté. Je me réveillais souvent avant l'aube. Il y avait ce moment précis, juste avant le lever du jour, où le silence de l'appartement devenait presque palpable. Plus aucun bruit de circulation, plus aucun téléphone, seulement ma respiration et le tic-tac régulier de l'horloge. C'est dans ce silence-là que je pensais le plus clairement. Je revoyais les scènes des derniers mois. Les appels répétés. Les phrases prononcées avec douceur mais chargées de « soit entendu ». Les décisions prises sans moi. Tout s'agençait désormais avec une logique implacable. Ce que j'avais d'abord pris pour de l'inquiétude excessive formait en réalité un schéma. Lent, progressif, calculé, peut-être même sans en avoir pleinement conscience. Je me suis reproché beaucoup de choses. Ma patience, ma volonté d'éviter le conflit, mon habitude de minimiser ce qui me dérangeait. J'avais cru protéger la relation. En réalité, j'avais laissé s'installer une asymétrie dangereuse. Plus je me taisais pour préserver la paix, plus l'espace se refermait autour de moi. Et pourtant, une part de moi voulait encore croire que je pouvais simplement me retirer, faire un pas en arrière, laisser les choses s'apaiser d'elles-mêmes. Vieillir tranquillement, sans heurts, sans procédure, sans affrontement. Cette tentation revenait souvent la nuit, accompagnée d'une fatigue profonde. À quoi bon se battre à mon âge ? Murmurait une petite voix en moi. Mais une autre voix répondait, plus ferme, plus lucide. Si tu ne fais rien maintenant, quelqu'un d'autre décidera pour toi. Et cette fois, tu n'auras plus ton mot à dire. Je me suis mise à prier parfois. Pas comme on demande un miracle. Plutôt comme on demande de la clarté. Je ne demandais pas que mon fils change. Je ne demandais pas réparation. Je demandais de rester capable de distinguer ce qui était juste de ce qui ne l'était pas, de ne pas agir sous le coup de la peur, ni sous celui de la colère. Chaque matin, je reprenais le carnet. Celui qui avait commencé comme un simple support pour noter les faits. Je relisais ce que j'avais écrit. Les dates. Les phrases exactes. Les démarches effectuées, sans mon accord. En les relisant, je ressentais moins d'émotion, mais plus de détermination. Ce carnet me permettait de sortir du flou. Il me rappelait que je n'exagérais pas. Que ce que je vivais avait une réalité concrète. Ma foi, j'ai commencé à me renseigner, discrètement, sans en parler à mon fils, ni à personne d'autre dans la famille. Je lisais. Je posais des questions indirectes. Je cherchais à comprendre quels étaient mes droits, jusqu'où allait la protection légale. À partir de quel moment, une aide pouvait devenir une atteinte à l'autonomie. Plus je comprenais, plus je sentais quelque chose se redresser en moi. Une forme de colonne vertébrale intérieure. Je n'étais pas une femme perdue qu'il fallait encadrer. J'étais une personne majeure, lucide, capable de décider. Et la loi reconnaissait cela. L'introspection n'était pas seulement juridique, elle était aussi morale. Je me demandais pourquoi il était si difficile, pour certaines familles, d'accepter que les parents vieillissent sans disparaître. Pourquoi l'on confondait si facilement protection et domination? Pourquoi le mot aimer servait parfois à justifier l'effacement de l'autre? Je repensais à ma propre vie, à toutes ces années où j'avais pris des décisions importantes, à tout ce que j'avais géré seul, à ce que j'étais encore capable de faire. Rien n'avait disparu, sinon la confiance qu'on m'accordait. Un soir, assise dans le salon, j'ai pris une décision intérieure. Elle n'était pas spectaculaire. Elle n'appelait ni confrontation immédiate, ni discours. Elle était simple, presque austère. Je n'allais plus me justifier. Je n'allais plus expliquer chaque choix. Je n'allais plus me laisser réduire au silence sous prétexte de protection. Je continuerais à me taire, oui.
mais pas pour disparaître, pour observer, pour préparer, pour agir au bon moment, avec les bons outils. J'ai écrit dans le carnet, en lettres calmes, l'autonomie n'est pas négociable. À cet instant, je ne savais pas encore comment la loi allait concrètement me protéger. Je ne savais pas quelles démarches exactes j'allais entreprendre. Mais je savais une chose essentielle. Je n'étais plus seule face à ce qui m'arrivait. La prise de conscience était complète. Et avec elle venait une forme de paix étrange, mêlée de gravité. La certitude que le combat serait silencieux, mais qu'il serait mené jusqu'au bout. À partir du moment où j'ai décidé de ne plus me justifier, tout a pris une autre forme. Mon silence n'était plus une retenue, mais une méthode. Il fallait désormais transformer la lucidité en cadre, l'inquiétude en acte précis. Je ne voulais pas provoquer un affrontement. Je voulais empêcher qu'il se reproduise. La première démarche a été simple, presque banale. J'ai pris rendez-vous avec un notaire, pas celui que mon fils évoquait parfois, comme s'il faisait déjà partie du décor. Un autre. Recommandé par une amie, discret, réputé pour sa rigueur. Le matin du rendez-vous, j'ai ressenti une tension sourde. La crainte d'être jugée, infantilisée, interrompue. Rien de tout cela n'est arrivé. Je me suis assise en face de lui et j'ai exposé les faits, sans emphase, sans accusation. J'ai parlé des appels insistants, des changements de coordonnées, des propositions de procuration, de cette manière douce mais persistante de me faire comprendre que je devais me laisser guider. J'ai posé le carnet sur la table. Je l'ai ouvert à des pages précises. Les dates, les phrases, les documents. Il a écouté en silence, longtemps. Puis il a dit que j'avais bien fait de noter, que ce que je décrivais n'était pas rare, que la frontière entre aide et contrôle est souvent franchie sans bruit, et surtout, que tant que je restais lucide et capable d'exprimer mes choix, la loi me protégeait. Ces mots m'ont redonné de l'air. Il m'a expliqué, calmement, les mécanismes, les procurations, leurs limites, leurs dangers quand elles sont générales, les mesures de protection, et surtout ce qu'elles ne peuvent pas être sans mon consentement. Il a insisté sur un point. Aucune décision durable ne pouvait être prise à ma place sans preuve de mon incapacité. Et cette incapacité n'existait pas. À partir de là, nous avons travaillé. Pas contre mon fils. Pour moi. J'ai sécurisé mes comptes. J'ai demandé que toute modification future nécessite ma présence physique et une vérification d'identité renforcée. J'ai récupéré des historiques, des confirmations écrites. J'ai classé chaque document dans une chemise neutre. La preuve n'avait pas besoin d'être brandie. Elle devait exister. J'ai ensuite mis à jour mes volontés. Testament, directive, désignation claire. Rien de vindicatif. Rien de punitif. Juste des phrases précises qui disent ce que je veux et ce que je refuse. Le notaire me posait toujours la même question. Est à ce votre choix? Et chaque fois, je répondais oui, sans hésiter. Puis, il y a eu la question des relais. Parce que la loi protège mieux quand elle n'est pas seule. J'ai informé mon médecin. Simplement. Sans drame. Je lui ai demandé que toute information me soit communiquée directement. J'ai prévenu la banque, la mutuelle, les organismes. J'ai repris la maîtrise des canaux. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était décisif. Pendant ce temps, je n'ai rien dit à mon fils. Pas par ruse, par cohérence. Je ne voulais pas que ces démarches deviennent un débat. Elles n'étaient pas négociables. Elles étaient nécessaires. Il a senti le changement. Je le sais. Ses appels ont changé de ton. Moins directif. Plus prudent. Il posait des questions au lieu d'annoncer. Il proposait au lieu d'imposer. La loi n'était pas encore visible, mais son ombre suffisait. Un soir, j'ai relu le carnet. J'ai ajouté une ligne. Rendez à vos notaires. Protection mise en place. J'ai fermé le carnet. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de tension dans ma poitrine. Il y avait une fatigue, oui, mais aussi une stabilité retrouvée. Je n'avais pas humilié qui que ce soit. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas menacé. J'avais simplement rétabli un cadre. Et ce cadre changeait tout. Ce que j'ai compris alors, c'est que le droit n'est pas une arme froide. C'est une barrière. Un espace qui empêche l'abus de se déguiser en sollicitude.
Ils ne rompent pas les liens. Ils leur rend leur juste place. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre. L'air était frais, l'air calme. Je me suis assise, et j'ai respiré profondément. Je n'étais pas isolée. Je ne l'avais jamais été autant que je le croyais. J'avais des droits. Et désormais, il me protégeait. Je n'avais pas encore affronté mon fils. Peut-être n'aurais-je pas besoin de le faire. L'essentiel était ailleurs. J'avais repris possession de mon espace, de mes décisions, de mon temps. La loi n'avait pas parlé à ma place. Elle m'avait rendu la mienne. La confrontation n'a pas eu lieu comme je l'avais imaginé autrefois. Il n'y a pas eu de cri, pas de porte claquée, pas de phrase définitive lancée sous le coup de la colère. Elle s'est installée lentement, presque discrètement, à mesure que mon fils comprenait que quelque chose avait changé. Et que ce changement ne dépendait plus de lui. Il a commencé par remarquer les détails, les petites choses qui, pour d'autres, passeraient inaperçues. Je répondais moins vite à ses messages. Je ne justifiais plus mes déplacements. Quand il proposait de passer pour s'occuper de 2 ou 3 choses, je répondais simplement que ce n'était pas nécessaire. Mon ton était calme, poli, mais ferme. Un soir, il est venu sans prévenir. Il avait ce regard inquiet que je connaissais bien, mais qui, cette fois, était traversé par une forme de méfiance nouvelle. Il s'est assis dans le salon, a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un indice. Puis il a dit, presque en plaisantant, que j'avais l'air en forme s'étant assis. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai servi un verre d'eau. Je me suis assise en face de lui. J'ai attendu. Il a fini par poser la question. Celle qu'il retenait depuis des semaines. Tu es allé voir quelqu'un? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans défi, sans dureté, et j'ai répondu que oui, que j'avais pris conseil, que j'avais mis certaines choses au clair. Son visage s'est fermé. Il a demandé pourquoi. Pourquoi je ne lui avais rien dit? Pourquoi j'agissais dans son dos? Je lui ai répondu que je n'agissais contre personne, que je faisais ce que j'aurais toujours dû faire, protéger mes choix. Ma voix était posée. Chaque mot pesait. Je ne cherchais pas à convaincre. Je constatais. Il a parlé de confiance, de famille, de ce lien qui, selon lui, aurait dû suffire. Il a dit qu'il s'était senti mis à l'écart, blessé, comme si j'avais cessé de lui faire confiance. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis je lui ai dit que la confiance ne consiste pas à décider à la place de l'autre, qu'elle ne justifie pas l'effacement, et que l'amour, quand il devient un argument pour contrôler, cesse d'être un refuge. Il a voulu minimiser. Il a parlé d'inquiétude, de peur de me voir seule, de responsabilité. Les mêmes mots, encore, mais cette fois, ils n'avaient plus la même portée. Parce qu'il se heurtait à un cadre que je n'étais plus prête à déplacer. Je lui ai expliqué, sans entrer dans les détails, que mes comptes étaient sécurisés, que mes décisions de santé passaient par moi, que toute démarche administrative devait désormais être faite avec mon accord. Explicite, je ne brandissais pas la loi, je la laissais exister. Il a compris, je l'ai vu à son silence. À cette manière qu'il avait de regarder ses mains, de chercher ses mots. Il a compris que les choses ne se feraient plus, naturellement, que le terrain avait changé. Il a demandé si je lui reprochais quelque chose. J'ai répondu non, que je refusais simplement de continuer comme avant. Que je n'étais ni en colère, ni dans l'accusation. Que je posais des limites, et que ces limites n'étaient pas négociables. Il s'est levé, il a fait quelques pas dans la pièce. Puis il s'est arrêté. Sa voix était plus basse quand il a dit qu'il avait peur. Peur que je m'éloigne. Peur de ne plus être nécessaire. Cette phrase m'a touchée, parce qu'elle disait enfin quelque chose de vrai. Je lui ai répondu doucement que l'on n'a pas besoin d'être indispensable pour être aimé, que je ne m'éloignais pas de lui, que je me rapprochais simplement de moi à même. Il est parti sans faire de scène, sans promesse non plus. La porte s'est refermée calmement, et dans le silence qui a suivi, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement spectaculaire, juste une stabilité nouvelle, comme si quelque chose s'était enfin remis à sa juste place. Cette confrontation n'avait pas réparé la relation, elle ne l'avait pas détruite non plus, elle l'avait redessinée, avec des contours plus nets, plus sains. Ce soir, j'ai compris que se défendre ne signifie pas attaquer, que poser un cadre n'est pas un rejet,
Et que parfois, la plus grande force réside dans une parole calme, soutenue par le droit et par une décision intérieure. Claire, je n'avais pas gagné contre mon fils. Je m'étais retrouvée face à moi-même. Après cette conversation, rien n'a explosé. Il n'y a pas eu de rupture nette, pas de cri, pas de phrase définitive. Et pourtant, tout avait changé. Les conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles s'installent lentement, comme un paysage qui se modifie quand on cesse de le regarder avec les mêmes yeux. Les jours suivants, mon fils a appelé moins souvent. Quand il le faisait, son ton était différent. Plus prudent, moins directif. Il posait des questions au lieu d'annoncer des décisions. Il proposait au lieu d'imposer. Cette retenue nouvelle disait plus que de longues excuses. Elle montrait qu'il avait compris que les règles avaient changé. Dans la famille, les réactions ont été diverses. Certaines personnes ont senti qu'il se passait quelque chose sans en connaître les détails. D'autres ont préféré ne rien voir. On m'a dit que j'avais changé, que j'étais plus distante, plus réservée. Je n'ai pas cherché à expliquer. Je n'avais plus besoin d'être comprise par tout le monde. Il y a eu aussi des tentatives de retour en arrière, des phrases glissées au détour d'une conversation. Tu sais, on voulait juste t'aider. Tu te fais peut-être trop de soucis, rien de malveillant en apparence. Mais je reconnaissais désormais ces formulations. Je savais ce qu'elles cherchaient à provoquer, le doute, la culpabilité, le désir de redevenir comme avant. Je n'y ai pas cédé. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont mon entourage a peu à peu ajusté son comportement. Quand on cesse de se justifier, les autres finissent par s'adapter. On m'a demandé directement mon avis. Là, on m'a consulté au lieu de décider. Pas toujours par conviction, parfois par prudence. Peu importe. Le résultat était là. Avec mon fils, la relation est devenue plus silencieuse. Pas froide. Différente. Il ne venait plus sans prévenir. Il n'ouvrait plus mes dossiers. Il n'appelait plus pour vérifier mes allées et venues. Ce recul était parfois douloureux. Parce qu'il révélait aussi une dépendance inverse. Une difficulté à accepter que je n'ai plus besoin d'être encadrée. Il y a eu des moments de tristesse. Des soirs où je repensais à lui enfant, à sa main serrée dans la mienne, à cette confiance absolue qu'il avait autrefois. Je me demandais à quel moment la protection avait glissé vers le contrôle. À quel moment la peur avait pris le dessus sur le respect. Ces questions n'avaient pas de réponse simple. Mais je refusais désormais de porter seule cette tristesse. Dans mon quotidien, quelque chose s'était allégé. Je décidais sans expliquer. Je sortais sans prévenir. Je reprenais contact avec des personnes que j'avais peu à peu laissées de côté. Une amie m'a dit que j'avais l'air plus droite. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais je sentais qu'elle avait raison. Je continuais à tenir le carnet, mais moins souvent. Les pages restaient blanches plus longtemps. C'était bon signe. Cela voulait dire que je n'avais plus besoin de me défendre en permanence. Le cadre tenait. La loi faisait son travail, silencieux. Un jour, mon fils m'a dit qu'il s'inquiétait toujours pour moi, mais qu'il essayait de faire autrement. Sa voix était hésitante. Il ne demandait rien. Il constatait. Je l'ai remercié, sans ironie, sans triomphe. C'était peut-être le début d'un autre équilibre. Les conséquences de cette période ne se mesuraient pas seulement dans les relations. Elles se lisaient aussi en moi. Je dormais mieux. Je marchais plus longtemps. Je respirais différemment. Je n'étais plus en alerte constante. La vigilance avait laissé place à une forme de stabilité. Je comprenais alors que se défendre ne signifie pas seulement empêcher un abus. Cela signifie aussi accepter que certaines relations changent, que certaines proximités se redéfinissent. Que l'amour, parfois, doit apprendre à respecter des limites pour survivre. Je n'avais pas cherché à punir. Je n'avais pas voulu humilier. J'avais simplement cessé de me laisser isoler. Et cette décision avait produit des effets en chaîne, visibles et invisibles. Non, ce que j'avais gagné n'était pas une victoire sur quelqu'un. C'était un espace. Un espace où je pouvais exister sans surveillance, sans justification, sans peur. Les conséquences étaient là, silencieuses, profondes. Et, pour la première fois depuis longtemps, elles jouaient en ma faveur. Avec le temps, quelque chose s'est remis à circuler en moi. Pas une euphorie, pas un enthousiasme débordant. Plutôt une respiration plus simple, une sensation simple et précieuse. Je n'étais plus sur la défensive.
Je pouvais à nouveau vivre sans anticiper la prochaine intrusion, la prochaine remarque, la prochaine décision prise à ma place. J'ai commencé par de petites choses, des gestes presque insignifiants, mais qui, pour moi, avaient une portée immense. Sortir sans prévenir personne. Prendre un café avec une amie en semaine. Refuser un rendez-vous sans me justifier. Dire non sans ajouter d'explication. Chaque fois, je sentais une résistance intérieure céder un peu plus. Je me suis surprise à redécouvrir mon quartier. Les rues que je parcourais autrefois sans y penser semblaient différentes. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que je les traversais autrement. Je n'avais plus cette sensation d'être surveillée, évaluée, encadrée. Je marchais à mon rythme, avec mes pensées, sans devoir rendre de compte. J'ai repris certaines habitudes abandonnées. Le cours de peinture que j'avais laissé tomber, parce que les horaires dérangeaient. Les longues promenades en fin d'après-midi, quand la lumière devient douce. Les conversations sans urgence, sans but précis. J'avais oublié à quel point ces moments nourrissaient quelque chose d'essentiel en moi. Mon téléphone sonnait moins, et quand il sonnait, je ne sursautais plus. Je répondais quand j'en avais envie. Parfois, je laissais passer l'appel. Le monde ne s'écroulait pas. Personne ne venait vérifier. Cette liberté-là, si simple en apparence, avait été la première chose qu'on avait tenté de m'enlever. Avec mon fils, la relation continuait d'évoluer. Elle était plus distante, oui, mais aussi plus honnête. Il n'essayait plus de me corriger, de me guider, de m'organiser. Il me demandait comment j'allais, sans attendre un rapport détaillé. Parfois, le silence s'installait dans la conversation. Et pour la première fois, ce silence n'était pas une menace. Il était juste là. Je savais que tout n'était pas réglé, qu'il y aurait encore des moments de malaise, des incompréhensions, peut-être des regrets. Mais je n'étais plus prête à sacrifier ma tranquillité pour préserver une illusion de normalité. J'avais compris que l'équilibre se construit aussi en acceptant une certaine distance. Je me suis également autorisée à penser à l'avenir. Pas de manière grandiose. Pas de projet spectaculaire. Juste une continuité choisie. Peut-être un petit voyage. Peut-être un déménagement plus tard. Peut-être rien de tout cela. L'important était que ces décisions m'appartiennent. Un après-midi, en rangeant des papiers, je suis retombée sur les documents du notaire. Je les ai relus calmement. Ils ne me faisaient plus peur. Ils représentaient une protection, non une menace. Je les ai classés dans un dossier discret, sans les cacher. Je n'avais plus besoin de les surveiller constamment. Et le cadre tenait. Je me suis rendu compte que je souriais plus souvent. Pas un sourire de façade, pas celui qu'on affiche pour rassurer les autres. Un sourire intérieur, presque imperceptible, mais réel. Celui qui naît quand on n'est plus en lutte, quand on n'est plus obligé de se prouver quelque chose. Il y avait encore de la mélancolie, parfois. Des souvenirs qui remontaient sans prévenir. Des images de mon fils enfant, confiant, dépendant. Je les accueillais sans les repousser. Elles faisaient partie de moi. Mais elles ne dictaient plus mes choix. Je comprenais désormais que reprendre sa vie ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie lui donner une juste place. Ni trop lourde, ni trop envahissante. Ce que j'avais retrouvé, ce n'était pas seulement une autonomie administrative ou juridique. C'était une cohérence intérieure. Une manière d'habiter mon âge sans m'excuser, d'accepter mes limites sans les laisser définir ma valeur. Je n'étais plus isolée. Je n'étais plus sous contrôle. Je vivais, simplement, dans un espace redevenu mien. Et dans cette vie retrouvée, sans éclat ni revanche, je sentais une paix nouvelle s'installer. Une paix discrète, mais solide. Celle qui vient quand on a cessé de se taire pour disparaître, et qu'on a appris à se défendre sans bruit. La suite n'avait plus besoin d'être écrite à l'avance. Elle m'appartenait. Il y a des soirs où le passé revient sans prévenir. Pas pour demander des comptes. Pas pour raviver la colère. Il revient comme une présence tranquille. Un rappel discret de ce qui a été traversé. Ce soir-là, j'étais assise près de la fenêtre. La lumière déjà basse. Le monde, dehors, ralenti. Je n'avais rien à faire, rien à prouver, et c'était nouveau. Sur la table, il y avait encore ce carnet. Je ne l'ouvrais plus. Il n'était plus un outil, mais un témoin. Il avait accueilli mes peurs, mes doutes, mes décisions. Il avait servi à tenir droit.
quand tout cherchait à me faire plier. Je savais que je pouvais le fermer définitivement. Ce qui contenait n'avait plus besoin d'être consulté. Tout était intégré. Je repensais à la femme que j'avais été au début de cette histoire. À cette hésitation permanente entre préserver la relation et préserver ma liberté. À cette confusion entre l'amour et l'effacement. J'avais cru longtemps que céder était une preuve de maturité. J'avais cru que me taire était une forme de sagesse. J'avais confondu la paix avec l'abandon de soi. Je comprends aujourd'hui que la sagesse n'est pas l'acceptation de tout. Elle est la capacité à reconnaître la limite. À la poser sans violence. À la maintenir sans justification. Je n'ai pas affronté mon fils pour gagner. Je n'ai pas brandi la loi comme une arme. Je n'ai pas cherché à humilier, à punir, à inverser les rôles. J'ai fait quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. J'ai cessé de consentir à ce qui me diminuait. Cela a eu un prix. Il y a eu des silences lourds, des distances nouvelles, une relation redessinée, moins fusionnelle, plus fragile peut-être, mais aussi plus vraie. J'ai accepté que l'amour change de forme quand on cesse de se laisser diriger. J'ai accepté de ne plus être indispensable pour être respecté. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce. Elle ne m'effraie plus. Elle me rappelle que certaines pertes sont inévitables quand on choisit de rester entière. Vieillir n'est pas renoncer à soi. Vieillir, c'est apprendre à protéger ce qui reste essentiel. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu, ceux à qui l'on parle lentement, comme à des enfants, ceux à qui l'on explique que c'est pour leur bien, ceux dont les décisions sont progressivement contournées, les canaux d'information déplacés, les voies remplacées. L'isolement commence rarement par une porte fermée. Il commence par une phrase douce, répétée, qui fait douter de soi. À ces personnes, je n'ai pas de leçon à donner, seulement une expérience à partager. Il n'est jamais trop tard pour poser un cadre. Il n'est jamais trop tard pour demander conseil. Il n'est jamais trop tard pour écrire, noter, dater, vérifier. La clarté protège, la précision libère. La loi, je l'ai compris, n'est pas froide. Elle est juste. Elle ne remplace pas l'amour, mais elle empêche qu'il se transforme en domination. Elle ne rompt pas les liens, elle leur redonne une juste place. Elle n'enlève rien à la famille. Elle rappelle simplement que personne ne peut vivre à la place de l'autre. Aujourd'hui, je vis plus lentement. Je choisis mes silences. Je choisis mes mots. Je choisis mes absences aussi. Je ne me justifie plus. Je ne m'excuse plus d'exister à mon rythme. Je n'ai plus besoin de convaincre. Le cadre est là. Il tient. Si je devais résumer ce chemin, je dirais qu'il ne s'agit pas d'avoir gagné contre quelqu'un. Il s'agit d'avoir cessé de perdre contre soi à même. D'avoir remplacé la peur par la structure, la confusion par la trace, l'isolement par le droit. Ce dernier soir, avant de fermer les volets, j'ai pris le carnet et je l'ai rangé dans un tiroir. Pas comme on cache quelque chose, mais comme on classe ce qui a servi. J'ai éteint la lumière. J'ai respiré profondément. Et j'ai pensé à cette phrase qui m'avait accompagnée, transformée, protégée. Non comme une revanche, mais comme une vérité simple et durable. Le silence peut aussi être une forme de justice.